So the floor is yours. Merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir à toutes et à tous. On n'est pas très nombreux, c'est la dernière présentation, mais tant pis. On va essayer de faire vite. Alors, nous nous intéressons avec ma collègue aux expériences des étudiants qui sont partis en mobilité internationale. Et nous voudrions maintenant partager avec vous brièvement les résultats de notre recherche, les résultats partiels pour le moment, qui concernent les interactions qui ont été effectuées par ces étudiants en mobilité Erasmus. Ensuite, nous avons divisé un tout petit peu ces interactions en interactions faites pendant le semestre normal et puis pendant le semestre dernier, celui de la pandémie. Et parce que cela générait des interactions un peu spécifiques. Et nous avons ajouté bien sûr à la fin quelques réflexions concernant les changements, la préparation les changements dans la préparation de nos étudiants. Et voilà, on va conclure brièvement. En général, la mobilité internationale permet aux étudiants de devenir plus indépendants, plus autonomes. Cela leur permet de... Ah bon, il y a un problème technique. Cela leur permet de découvrir une autre culture, et surtout les porteurs de cette culture, de découvrir un autre système universitaire, et aussi développer leurs compétences et connaissances en langues étrangères. On a entendu pendant cet après-midi quelques employeurs et les employeurs apprécient le sens de responsabilité, la capacité de résoudre les problèmes des étudiants qui ont fait un séjour à l'étranger. Comme vous pouvez voir sur le tableau, le nombre des étudiants qui partent dans les pays francophones, sauf le Luxembourg, sont en baisse depuis 2014-2015, ce qui est un grand dommage, mais c'est comme ça. Et donc, nous allons vous présenter maintenant la méthodologie de notre recherche qui concerne les expériences vécues à l'étranger. Donc, en ce qui concerne la méthodologie, il s'agit d'une recherche qualitative conduite sur la base de la théorie ancrée, donc Grounded Theory Method, qui était, en fait, c'est une méthode de type inductif qui est typique pour la science sociale. Nous avons recueilli les données grâce aux interviews semi-directives, donc avec les étudiants. La durée de ces interviews variait de 45 à 85 minutes par entretien. Nous avons en fait toutes les données ont été enregistrées, donc soit par dictaphone ou par téléphone ou grâce au logiciel MS Teams. Donc en fait, nous avons réalisé ces entretiens entre mai 2019 et juillet 2020. Donc malheureusement, seulement 3 entretiens étaient en personne et en fait, le reste, donc 11 autres entretiens étaient à distance. Le but de cette recherche, c'est d'identifier les besoins des étudiants tchèques et slovaques qui partent en Erasmus dans les pays francophones et d'analyser ces besoins, donc leurs besoins concrets en vue de création d'un cours de préparation en fait, en amont du stage Erasmus. Donc, en ce qui concerne l'échantillon, nous avons interviewé 14 étudiants, donc 11 étudiants tchèques, 3 étudiants slovaques de la faculté d'économie et d'administration, âgés entre 20 et 24 ans, avec le niveau de français minimum B1. En fait, ces étudiants donc, ont réalisé leur séjour Erasmus, donc soit au semestre de printemps 2019, automne 2019, où donc 5 étudiantes ont vécu leur Erasmus au printemps 2020.
Donc voici la liste des universités ou des villes universitaires françaises, de Luxembourg et de Belgique. Donc en fait, vous voyez que c'était vraiment varié. L'analyse thématique du contenu des entretiens avec les étudiants a montré quelles interactions ils avaient fait. Tout d'abord, donc, nous allons parler de l'époque avant Covid, après l'époque du Covid, et nous allons présenter les interactions faites avec les enseignants, avec les étudiants en classe et en dehors de la classe, avec les employés du bureau et d'autres types d'interactions. Alors, quelles étaient ces interactions faites entre les étudiants et les enseignants? Les étudiants appréciaient que ces interactions se passaient en général assez bien. Les enseignants essayaient d'être disponibles, ils essayaient de leur expliquer les points qu'ils n'avaient pas compris. Le comportement des enseignants différait aussi selon le programme. S'il s'agissait du programme en anglais, là, il y avait la plupart des étudiants d'Erasmus en classe. Ou s'il s'agissait du programme français, et là, très souvent, nos étudiants étaient les seuls étudiants Erasmus en classe, et donc ils s'attendaient quelquefois à ce que les profs soient moins sévères, qu'il y ait moins d'exigences, etc., mais ce n'était pas le cas. C'était plutôt la disponibilité des enseignants, mais la barre était toujours la même pour tout le monde. Dans le programme français, certains étudiants avaient des difficultés de compréhension et certains d'entre eux ont choisi la stratégie, finalement, d'enregistrement sur portable pour pouvoir réviser après ce que le prof disait. Il arrivait aussi des fois que les enseignants n'aidaient pas les étudiants en Erasmus d'intégrer les équipes des Français. Ce qui est un grand problème, surtout au début du séjour. Comme ça, les étudiants restaient par exemple à 2 au lieu de former un groupe de 6. Les règles concernant la ponctualité, les retards, le rafraîchissement, etc. sont assez différentes de celles de chez nous, et également les présentations PowerPoint n'étaient pas mises à la disposition des étudiants, ce qui est normal, aussi fréquent chez nous. En ce qui concerne les examens et l'évaluation, donc le système est assez différent et les étudiants ont découvert le principe au fur et à mesure, quelquefois au dernier moment. Ils éprouvaient très souvent le manque d'informations parce que, par exemple, les dates des examens n'avaient pas été annoncées sur Internet, dans le système informatique, et ils ont manqué aussi les premières dates des examens, donc ça est arrivé. Quoi d'autre? Oui, en ce qui concerne le retour, donc le retour des enseignants n'a pas été fait, n'a pas été présenté. Les étudiants ne comprenaient pas pourquoi ils ont obtenu tel ou tel nombre de points, et donc c'était pas tout à fait clair pour eux. Et d'autres difficultés ont apparu, par exemple pendant les examens. Ils ne pouvaient pas utiliser le dictionnaire, même si c'est permis selon le syllabus du cours, ou par exemple les étudiants en programme français ont dû faire ou écrire leur test en anglais sans préavis. Donc, en ce qui concerne l'interaction avec les étudiants, donc ça dépendait beaucoup sur la forme des enseignants. Donc s'il s'agissait en fait des travaux dirigés ou des cours magistraux, mais également du programme, si le programme était en anglais ou en français, parce que comme Marie a dit, dans le cas des études en français, les étudiants tchèques et slovaques étaient quasiment en fait toujours tout seuls.
Donc les travaux dirigés, c'était surtout le cas pour la business school, donc en fait pour les universités privées. Donc il y avait vraiment beaucoup d'interactions entre les étudiants. Il y avait beaucoup de discussions, de négociations, jeux de rôle, mais également beaucoup de projets de long terme. C'est justement cette forme d'interaction qui posait des problèmes à nos étudiants, parce qu'il fallait travailler en groupe. Et donc, dans le cas de groupe avec les étudiants français, il y avait des soucis parce que les étudiants français parlaient vite, ils parlaient des fois, ils utilisaient leur langue, en fait, le langage de j'aime, ou communiquaient par réseaux sociaux avec des abréviations. Donc, c'était vraiment difficile pour nos étudiants. Même si des fois ils disaient est-ce que vous pouvez répéter, je ne comprends pas. Donc, en fait, quelques minutes plus tard, c'était le problème était là de nouveau. Donc, aussi, dans certains cas, les étudiants travaillaient qu'à la dernière minute ou en fait la veille ou la nuit. Et donc, il est arrivé à une de nos étudiantes qu'elle a échoué en fait pour ce cours parce qu'elle ne pouvait pas en fait tout réussir en une seule nuit. En ce qui concerne la coopération avec les étudiants Erasmus, donc c'est là où nos étudiants nous ont parlé d'enrichissement culturel, qu'ils ont beaucoup appris en fait ils nous ont parlé de la tolérance, de patience et de l'ouverture d'esprit qu'ils ont acquis grâce à cette expérience. Selon nos étudiants aussi, ce sont en fait dans les universités publiques, il y avait beaucoup plus de cours magistraux, donc il y avait beaucoup plus aussi de travail individuel. Et donc la rédaction, la dissertation, synthèse, qui en fait c'est aussi un point problématique pour les étudiants tchécoslovaques parce que nous n'avons pas en fait cette culture de synthèse comme dans les écritures. Je me suis en fait. Donc il y avait aussi donc en fait l'interaction avec les étudiants en dehors de salles de cours. Donc bien sûr en fait l'interaction avec les autres étudiants Erasmus, mais aussi avec des buddies en fait français, donc les étudiants qui aidaient les étudiants étrangers à connaître la ville. Après, ça dépendait beaucoup du logement des étudiants, s'ils étaient logés dans un endroit avec les étudiants étrangers, donc on parlait beaucoup en fait en anglais, ou s'ils étaient avec les étudiants français. Donc là encore, les étudiants nous ont parlé d'impossibilité d'accéder au groupe ou de faire ami en fait avec les étudiants français. Comme vous avez vu la liste des universités, les étudiants se sont en fait rendus visite mutuellement et donc ils ont voyagé de Montpellier à Lille, à Bruxelles ou Luxembourg. Mais bien sûr, en ce qui concerne les interactions, ça dépend très souvent de la personnalité de chaque étudiant, donc on ne peut pas généraliser non plus en fait. Oui. Avant le départ, les étudiants ont entré en contact notamment avec le service de l'international, bien évidemment. Les interactions se déroulaient en général assez bien, mais par contre, ce qui posait un grand problème, c'était quelquefois une quantité importante de documents à remplir et également le manque d'informations sur les cours en général, sur le contenu des cours, sur la possibilité d'inscription de ces cours, etc. Quelquefois également des informations erronées, par exemple la liste de cours offerts au printemps et la liste de cours offerts pour le semestre d'automne. Ce que les étudiants appréciaient beaucoup, c'était la semaine d'intégration, qui est malheureusement faite très souvent seulement au début de l'année académique, c'est-à-dire au début du semestre d'automne et pas au semestre de printemps. Mais cette semaine d'intégration représentait une grande aide pour les étudiants parce que tout a pu être fait sur Internet, mais avec l'aide des responsables, des organisateurs de cette semaine, des étudiants plus âgés par exemple, etc.
la création de l'emploi de temps était assez compliquée. Dans la plupart des cas, ça a duré longtemps, 2-3 semaines, et quelquefois les cours se chevauchaient et c'était vraiment difficile. Dans certaines écoles, les étudiants devaient venir à chaque fois quand ils voulaient faire un changement dans leur emploi du temps. Donc, ils devaient venir en personne au bureau et faire ces changements. Il y avait des queues, donc ça, c'était aussi problématique. Voilà, peut-être on va passer, parce qu'on a très peu de temps, on va passer tout de suite, oui, je ne vais plus parler des interactions de ce type parce que c'est tout à fait normal, ce sont les interactions plutôt personnelles. Et donc la période du Covid a apporté d'autres interactions, les chauffeurs de taxi, etc. Je laisse la parole à ma collègue. Donc, l'arrivée du coronavirus en Europe a bien compliqué le séjour Erasmus de nos étudiantes. Donc, il s'agissait de 5 étudiantes en France, donc dans des villes différentes. En République tchèque et en Slovaquie, en fait, on a fermé les universités. Le port de masque, le port des masques est devenu obligatoire. En France, les cours en fait continuaient. Pas de masque, et les étudiants en fait se sont trouvés stressés par leur famille parce que leur famille tchèque et slovaque téléphonait, mais rentre vite, il faut vraiment que tu finisses ton Erasmus, et ils ne comprenaient pas pourquoi leur famille s'inquiétait. Donc en fait c'était quelques semaines plus tard, ou c'était une semaine ou 10 jours plus tard, quand aussi les universités françaises ont été fermées, que les étudiants ont dû en fait faire la décision. Donc, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et si je rentre en République tchèque, en Slovaquie, comment? Parce que, en fait, donc, certains étudiants ont tout de suite acheté ou ils ont changé les billets d'avion qui ont été des fois annulés le lendemain ou 2 jours plus tard. Et donc, en fait, il y avait beaucoup d'interactions avec les ambassades, avec les services internationaux, avec la compagnie aérienne, avec la CITEU. En fait, parce qu'il fallait partir tout de suite, et donc il y avait énormément de stress. Donc les étudiants ont dit que c'était pour elles une période très, en fait, riche en émotions, psychiquement très dure. Donc voilà, ils nous ont dit on a pleuré toute la nuit, on ne savait pas. Et que donc en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses qu'elles devaient faire et gérer sous le stress, etc. Donc certains étudiants ont dû faire la valise en fait pendant la nuit, partir tout de suite avec le dernier train qui arrivait. Et donc des fois se sont fait avec toutes les affaires arrêtées par la police, expliquer où elles vont en fait. Elles ont par exemple raté le dernier transport en commun pour arriver au bus de l'ambassade, et donc ont dû prendre un taxi. Une étudiante a dû prendre un taxi de Caen, je pense de Caen, donc en Normandie jusqu'à Paris, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Donc une étudiante slovaque ne pouvait plus rentrer en Slovaquie parce qu'il n'y avait plus de bus organisés par l'ambassade slovaque, parce qu'il n'y avait pas de demande. Donc il devait passer par la République tchèque, mais avec des appels au ministère de l'Intérieur, si c'était possible qu'une Slovaque en fait rentre dans un bus tchèque pour aller après en train à la frontière slovaque. Donc c'était vraiment très compliqué. Ce qui était aussi dur pour les étudiants, c'était en fait l'interruption vraiment brutale de leur séjour Erasmus. Le fait de ne pas pouvoir dire au revoir à leurs copains, amis, enseignants. Et en fait, l'arrivée en République tchèque dans des situations assez difficiles, parce qu'en fait, elles se sont retrouvées à l'aéroport avec en fait les personnes dans le costume de protection. Ils devaient partir en quarantaine. En Slovaquie, il y a une étudiante qui était placée en quarantaine d'État. Donc il y avait en fait un manque de contact avec leur famille, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Erasmus Online? Donc il y avait des soucis avec également la suite d'Erasmus Online pendant la quarantaine, parce que souvent il n'y avait pas de connexion Wi-Fi, elles étaient quelque part en fait en isolation.
Après, en fait, ça a continué comme à peu près, nous avons tous connu en fait l'université online, juste avec des modifications sur l'évaluation parce que du coup, les étudiants, les enseignants ont changé le mode d'examen. Les étudiants étaient plus évalués sur le contrôle continu, sur le projet déjà effectué, sur les cours déjà en fait réalisés en France avant la situation du Covid. Il y a toujours des soucis, les étudiants sont toujours en interaction avec les services d'administration. Ils sont en train de négocier de la fermeture de comptes bancaires à distance. Ils demandent le remboursement de l'argent qu'ils ont payé en fait pour le logement. Ils ont dû payer des fois des amendes de 600 € pour le fait qu'ils partent en dehors du contrat de logement, etc. Donc en fait, les interactions Covid continuent encore. Ce qui est important, c'est que les étudiantes, elles veulent toutes refaire Erasmus, donc elles ne sont pas en fait découragées par cette expérience. Elles veulent repartir en Erasmus dès que possible pour le vivre de manière classique. Et elles espèrent aussi que la ligne Erasmus en printemps 2020, ça pourrait aussi donner quelques indications sur la gestion de stress pour leurs futurs employés, parce que je pense que c'était difficile pour nous tous, mais à la maison, je pense que c'était peut-être différent que cette expérience Erasmus de nos étudiants. Et voilà, donc vraiment pour conclure très rapidement, donc voici les premières idées de réflexion avec de notre recherche qui n'est pas encore finie. En fait, donc ce sont les indications, ce qu'on pourrait intégrer dans un cours de préparation. Donc aussi gestion de travail, de projet, la prise de notes. Donc en fait aussi être des fois les initiateurs des interactions, ne pas attendre que quelqu'un vienne vers nous. Aussi analyser peut-être le programme des universités avant de partir, avoir beaucoup plus d'informations, mais aussi en fait parler de la compétence interculturelle, du choc culturel, de l'adaptation, des stratégies d'adaptation qu'on peut en fait adopter après une fois en France. Donc voilà, c'est tout. And if you have any questions in English, so then you can ask them. Merci beaucoup. Thank you very much for your presentation. I think it was amazing to hear the students' experiences and how the situations they were exposed to and how they had to cope with. Anyone interested in more details? Again, sorry, I cannot ask in French. On pourrait peut-être parler longuement de toutes ces expériences, mais donc, si j'ai bien compris, au total, c'est plutôt quand les étudiantes, maintenant, quand on regarde leur séjour, quand elles le résument, c'est plutôt positif malgré tous ces inconvénients, tous ces problèmes, tous ces moments difficiles. La plupart d'entre elles disaient qu'avant, elles ne pouvaient imaginer comment dire, ils voulaient avoir tout bien noté en avance, etc. Un certain contrôle, oui, un certain contrôle sur les choses. Et elles ont réalisé pendant le semestre Covid, mais également en général, qu'on peut généraliser ici, qu'ils sont capables, parce qu'il y avait un étudiant, qu'ils étaient capables de se débrouiller. Voilà. Et c'est la chose la plus importante, je pense, et c'est pour cela qu'ils veulent tous refaire un Erasmus dans le futur. Elles se sont plus fortes. Oui, plus fortes. Oui, tout à fait. I would love to say my profession in French has been a few years, so I understood 70% better. The problems, like the courses in French and the exam in English, is that a French problem or is that a typical
typically Erasmus problem? Because, you know, do these things also happen? You know, is that something which is a culturally French thing that, you know, the way that the course works is not how it is in the book, or is that something which many students experience? Is it something that can be fixed? I think it was just one experience. So it was Montpellier Business School. It was the program in French, and maybe the teacher, maybe he or she, they thought that it would be better for the student if it was in English. But the students, they were really preparing for the exam in French, so with all the terminology and everything. So it was about economics or management. Alors, deuxième langue, ce français et l'anglais, n'est-ce pas? Normally, To do it in I think that they have like the B2, C1 level in English and B, well, like those students, they had B1, B2 in French and maybe even more in English. But if you're preparing for an exam, so maybe it's like, how do I say, because I was like revising everything in French. Yeah, so they were shocked, but maybe the teacher, they meant well, the teachers, well, we don't know. But it was only one experience. Alors moi je vous remercie beaucoup, je viens de Fribourg en Suisse et je suis responsable d'un cours intensif de français qui a lieu avant les semestres en fait, d'automne et de printemps. Et c'est un cours intensif qui est un petit peu particulier parce que c'est un cours de langue française, de rafraîchissement linguistique, mais qui a pour objectif l'adaptation socioculturelle des étudiants qui arrivent en fait. Donc on a des fois des étudiants tchèques aussi. Et notre objectif c'est vraiment ça, c'est que pendant ces semaines, on réduise au maximum cet effet de choc culturel du début pour créer un sentiment de cohésion entre les étudiants, pour qu'il y ait des contacts avec les étudiants locaux, etc., etc. Donc pour nous, c'est très intéressant d'avoir des retours, parce que si on leur demande, nous, à travers des enquêtes, qu'est-ce qui n'a pas été, évidemment, les réponses ne seront pas les mêmes que celles qu'ils nous donnent quand ils reviennent. Et en fait, une piste serait qu'on ait une collaboration entre ceux qui sont sur le terrain avec vos étudiants et vous ensuite au retour pour pouvoir confronter aussi les discours. Ça pourrait être évidemment une piste. Et puis, l'autre chose qui m'est venue à l'esprit, comme on fait beaucoup de français sur objectif universitaire, c'est, vous le connaissez certainement, mais Mon Géante est parfaite. Voilà, on écrit des livres sur le français sur objectif universitaire. Il y a des fiches, évidemment, pour préparer les étudiants, mais il y a aussi beaucoup qui est rédigé sur ce sentiment d'écart par rapport à des pratiques, par rapport au rapport à l'enseignant, etc. Et donc ça pourrait évidemment être des sources pour vous, de manière à les préparer à cette distance dans les pratiques et puis dans les relations à l'enseignant. Voilà, si vous imaginez faire des cours de préparation. Voilà. Merci. Okay, well, thank you very much. Thank you for your wonderful presentation. Thank you very much, everybody, for staying with us till the very end. It was a pleasure for me to join you for this afternoon, and I wish you a pleasant evening. Enjoy the rest of the conference, and hopefully see you again on another occasion. Thank you, and bye.